La mer Méditerranée, source d'inspiration des plus anciennes épopées. Elle est depuis des millénaires le théâtre d'innombrables histoires. À l'Antiquité, elle nous évoque les civilisations grecques et romaines. Mais une autre civilisation a régné sur ces eaux. En Corse, une exceptionnelle sépulture a été mise au jour en 2019. Le personnage enterré ici il y a 2500 ans n'est ni grec, ni romain, mais étrusque. Cette tombe aristocratique nous livre de précieuses informations et ne cesse de confirmer l'importance de cette civilisation. Les Étrusques ont été des acteurs majeurs du monde méditerranéen pendant 8 longs siècles, entre le 9e et le 1er siècle avant notre ère. Cette civilisation nous a laissé d'incroyables nécropoles, des vestiges de sanctuaires et même des villes entières. On connaît d'eux leur goût pour les arts, qui s'est exprimé à travers de somptueuses fresques, dans l'artisanat et les objets précieux. Guarda che meraviglia. Bellissimo. On retrouve dans toute l'Europe des chefs-d'œuvre de l'art étrusque. Ce peuple, très religieux, est aussi un peuple hédoniste, tourné vers les plaisirs. Mais il est encore entouré d'une aura de mystère. D'où venait sa puissance? Jusqu'où a-t-il rayonné? Quelles ont été les causes de son déclin? À l'occasion de ces toutes dernières découvertes, des archéologues, des historiens et des linguistes vont retracer l'apogée et le destin de cette civilisation unique et méconnue, l'une des plus fascinantes de l'Antiquité. Il y a 3000 ans, la Corse était au cœur des réseaux d'échanges et des enjeux géopolitiques de la région. Grâce à l'essor de l'archéologie préventive, depuis quelques années, les fouilles se multiplient sur l'île. Il y en a eu plus en 4 ans qu'en un siècle. Sur le site de l'Amazone, dans la paisible ville d'Aléria, des fouilles ont débuté en 2019. Sur prescription de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles de Corse, une équipe d'archéologues dirigée par Laurent Vidal de l'Institut national de recherche archéologique préventive a mis au jour 130 tombes romaines très bien conservées sur un terrain d'1 hectare. Mais sous cette nécropole romaine, une surprise les attend. Une sépulture présente une configuration totalement différente. Il s'agit d'un hypogée, une tombe creusée dans le sol, destinée à des personnages de haut rang, généralement grecs ou étrusques. Ces quelques marches qui descendent vers un mystérieux couloir souterrain mènent à une chambre funéraire. Bien sûr, on se met à émettre des hypothèses. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Est-ce que ça va être une tombe plutôt ancienne? Là, déjà, on a des informations. On a trouvé dans le comblement du couloir donc quelques tessons en vrac d'une amphore qui date donc du fin 5e, début 4e. Donc ça veut dire déjà qu'il y a des fortes chances que la chambre soit ou
un petit peu contemporaines de cette époque ou un petit peu plus anciennes. On sait, grâce aux vestiges archéologiques, que les Romains se sont installés en Corse au milieu du IIIe siècle avant notre ère. La tombe en hypogée est donc antérieure à l'arrivée des Romains. C'est un skyphos, monsieur. C'est un skyphos. Il a accouché d'un joli petit skyphos. D'accord, alors cette fois c'est bon alors. Il est décoré alors celui-là. Je sais pas. Bah si, je le vois de là. Il est un peu écrasé ou... Ouais. Ouais. D'origine grecque, le skyphos est un vase à boire très courant chez les Étrusques. Cet objet, la tombe en hypogée, tout semble indiquer une sépulture étrusque. Cette découverte fait écho à des fouilles plus anciennes. Dans les années 1970, à 500 mètres de là, une équipe d'archéologues avait mis au jour une nécropole de près de 200 tombes étrusques. Cette découverte fut la preuve d'une importante implantation étrusque en Corse avant l'occupation romaine. Ces tombes ont été datées sur une durée qui va approximativement de 500 à 250 ans avant notre ère. Il a donc fallu attendre près de 50 ans pour qu'une nouvelle tombe étrusque soit mise au jour, ce qui rend cette découverte exceptionnelle. Couche après couche, la pelleteuse enlève les sédiments qui recouvrent les niveaux supérieurs de la tombe. C'est une opération délicate. Les scientifiques veillent à ce que rien ne soit détérioré. C'est vrai qu'on est tous un peu curieux de savoir au bout de ces escaliers qu'est-ce qu'on va retrouver. Est-ce que la chambre funéraire sera intacte? Est-ce qu'il y aura un seul individu? Est-ce qu'il y en aura plusieurs, une famille entière ou plusieurs individus importants? Eh ben à chaque fois je gratte un truc dans cette tombe. Hein. Ouais. Arrête de gratter, Pierre Hébert, arrête. Le squelette affleure à la surface. Sa présence et celle du skyphos sont le signe d'une belle promesse archéologique. Cette tombe devrait être dotée d'objets de prestige qui accompagnent les morts dans leur dernier voyage. Mais qui étaient les Étrusques? Pour comprendre cette civilisation, il faut traverser la mer Tyrrhénienne. À une cinquantaine de kilomètres au nord de Rome, se trouve la ville de Cerveteri. L'archéologue Stéphane Verger est un spécialiste des cultures de la Méditerranée antique. Il connaît très bien les Étrusques et leur évolution, et ce, dès leur origine. Le sol garde les traces indélébiles d'une gigantesque nécropole étrusque. La Banditaccia. Ici, nous nous trouvons devant une des tombes les plus anciennes de la nécropole de Cerveteri, qui date du 9e ou du 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est une incinération qui est composée d'un petit puits cylindrique dans lequel on déposait l'urne cinéraire en céramique, une urne biconique qui était recouverte par une jatte. À l'intérieur, il y avait les ossements brûlés du défunt avec quelques effets personnels, des éléments du vêtement. Et ensuite, on mettait une grande dalle
de tuf pour couvrir le tout. Ça, c'est une tombe tout à fait caractéristique de ce que l'on appelle la culture villanovienne, qui est la première phase de l'histoire étrusque, au 9e, 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est à cette époque qu'on voit apparaître des groupes de tombes, des tombes à fosses, très simples, mais qui sont des inhumations. C'est vraiment la première phase de l'histoire étrusque. C'est là que tout commence véritablement. Les pratiques rituelles, les relations avec d'autres régions de la Méditerranée. C'est sur cette base que s'est formée véritablement la culture étrusque et la société étrusque. La nécropole de la Banditaccia a été active pendant presque 7 siècles. Ici, ce sont près de 1000 tombes qui s'étalent sur une surface de 45 hectares. Structurée comme une ville, avec une multitude de chemins, de passages, c'est un vrai dédale dans lequel il est aisé de se perdre. L'architecture des tombes est très variée. Des petites sépultures villanoviennes, on passe à de gigantesques dômes que l'on appelle tumulus, qui apparaissent à la fin du 7e siècle avant notre ère. Ici, on est à peine 2 générations plus tard et la nécropole a totalement changé. Elle est organisée autour de très grands monuments d'une 40aine de mètres de diamètre, dont la base est taillée dans le tuf volcanique et qui sont recouverts d'un dôme de terre. Et à l'intérieur de ces grands monuments sont creusées des tombes à chambres qui contiennent plusieurs défunts. Il n'aura fallu aux Étrusques qu'une 60aine d'années pour passer des tombes villanoviennes à ces tombes monumentales. Ces changements radicaux sont le reflet de la prospérité de la ville de Cerveteri. Chaque tumulus peut contenir jusqu'à 4 tombes. Dans chacune d'elles sont inhumées plusieurs générations d'une même famille. Parfois, on mettait des inscriptions avec le nom des défunts, comme ici, marqué Ursus, en caractère étrusque et en langue étrusque. L'adoption de l'écriture marque un passage entre la phase villanovienne de la culture étrusque et la phase orientalisante. C'est là aussi qu'on voit apparaître de grands centres urbains comme Cerveteri, de grandes nécropoles monumentales comme celle où nous sommes, celle de la Banditaccia. Succédant à la période villanovienne, l'époque orientalisante de la civilisation étrusque est marquée par l'influence des Grecs. Ils s'en inspirent pour donner naissance à un art étrusque spécifique. On retrouve ces changements dans l'architecture extérieure des tombes, qui au fur et à mesure perdent leur dimension monumentale. Mais c'est surtout l'architecture intérieure de ces tombes qui est profondément bouleversée. Creusée dans le tuf, une roche volcanique tendre, la tombe en hypogée, dite des chapiteaux, illustre bien ces changements. Ce qui est extraordinaire, c'est que la tombe représente l'intérieur de la maison. Et comme les maisons réelles n'ont pas été conservées complètement, c'est une documentation exceptionnelle pour voir la transformation de l'architecture domestique étrusque aristocratique depuis le 7e siècle jusqu'au 4e siècle avant Jésus-Christ. Au-delà de l'antichambre, il y avait une enfilade de 3 pièces qui, dans la tombe, correspondaient à 3 chambres funéraires. À l'intérieur de ces chambres, il y avait 2 banquettes pour les 2 défunts, avec à droite
la banquette pour la femme qui est plutôt un coffre et à gauche la banquette pour l'homme qui reprend la forme des lits des salles de banquet. Aujourd'hui complètement vide, il faut imaginer à quoi ressemblaient ces tombes. Grâce aux nécropoles, tout un pan de la culture étrusque a pu être conservé. Elles ont révélé aux archéologues toute la richesse de ce peuple. Le monde étrusque était composé principalement de 12 grandes cités, situées dans ce que les historiens appellent l'Étrurie centrale. Céré, l'actuelle Cerveteri, en faisait partie, tout comme Tarkna, l'actuelle Tarquinia, Velsna, l'actuelle Orvieto, ou Fufluna, l'actuelle Populonia. Plus au nord, l'Étrurie padane se développe autour de la ville actuelle de Bologne. Et au sud, l'Étrurie campanienne se développe autour de l'actuelle ville de Capoue. Ces villes très importantes avaient leur autonomie, autonomie politique, autonomie militaire. Elles avaient leurs propres institutions, mais elles formaient une unité qui était l'unité de la culture et de la société étrusque. À partir du IXe siècle avant notre ère, les Étrusques vont rayonner sur la Méditerranée occidentale. Au VIe siècle avant notre ère, ils s'installent à Aléria. Sur le site de l'Amas jaune, cela fait un mois que les archéologues ont commencé à dégager la tombe. Et les découvertes sont à la hauteur des attentes. Alors là, par contre, il y a un petit décor très joli. Mais il y en a deux, ah non? T'as celui-là, mais c'est pas lié. C'est pas les mêmes, tu vois. Soit c'est le fond qui est sur une tubulure, je pense pas que ce soit forcément le col. La tombe n'a pas été pillée, et malgré l'effondrement d'une partie du plafond, les vases sont bien conservés. C'est la première fois depuis plus de 2 millénaires qu'un regard se pose sur ce corps et sur le décor qui l'entoure. Ici, donc, on a le sujet avec la tête qui est ici, donc son épaule droite qui est à cet endroit. Ici, un morceau de l'os iliaque qui apparaît, et donc tout autour de lui, donc on a des objets qui sont déposés. Et ici, on devine des vases qui émergent petit à petit de la terre. Ça, c'est encore une surface qui reste à fouiller. Je pense que j'ai attrapé la clavicule. Pourquoi tous ces objets ont-ils été enterrés avec cet individu? L'étruscologue Federica Sacchetti tente de faire une première lecture. Alors, sur les côtés droits du défunt, nous avons un groupe de onokoe. Les onokoe, c'est des vases qui servaient pour contenir et verser les vins. Nous avons ici, à côté de la tête du défunt, deux skifeuilles dont les dimensions exceptionnelles, disons, s'expliquent dans le cadre de la consommation rituelle du vin.
Et pour ce qui concerne celui-ci, on commence à percevoir aussi un autre décor à thématique carrément funéraire, parce qu'on commence à distinguer un démon féminin ailé. Il s'agit probablement d'un démon qu'on connaît qui s'appelle Vant et qui était un des accompagnateurs du défunt dans son voyage dans l'au-delà. Toutes ces productions ici, c'est des productions carrément étrusques. On peut les dater pour l'instant de la deuxième moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc nous avons un service presque complet pour les symposiums. Symposium du grec sun pino, ça veut dire boire ensemble. Il s'agissait d'un moment de convivialité qui avait des significations sociales, politiques, religieuses. Et ces rituels étaient reproduits au moment de l'enterrement des gens qui appartenaient à une certaine élite pour rappeler que cette personne appartenait à cette élite, et c'est aussi une forme probablement de catharsis vis-à-vis de la mort que les Étrusques mettaient en place à ce moment-là. Tous ces objets liés au symposion rappellent ceux exhumés dans les années 70. Situé à quelques centaines de mètres de la tombe, le musée d'archéologie d'Aléria expose les plus beaux objets issus de ces fouilles anciennes. Une véritable collection qui témoigne d'une occupation à la fois riche et longue. Mais d'où venaient les Étrusques qui se sont installés ici? L'étruscologue Gilles von Ems a longuement étudié tous ces objets. Mais ce ne sont pas leur forme ou leurs motifs qui l'intéressent. Ce qu'il recherche avant tout sur ces objets, ce sont des inscriptions. Chaque année, ce spécialiste de la langue étrusque passe ici plusieurs semaines à analyser des textes épigraphiques, c'est-à-dire des textes inscrits sur un support non périssable. Et justement, les réserves du musée d'Aléria abritent la plus grande collection d'inscriptions étrusques en dehors d'Italie. Ce sont donc des centaines d'objets que le scientifique peut analyser, accompagné d'un autre grand spécialiste de la langue étrusque, Dominique Brickel. Ouais, là, vous voyez, alors je vous le fais à main levée, hein, Dominique, vous m'en voulez pas. On a un et qui descend avec voilà. On est bien dans les A étrusques. Et enfin, on a notre mi. Et voilà. Anaïs mi. Anaïs, ici au génitif, qui est un nom de famille. Dominique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Anaïe? Est-ce que c'est un nom bien répandu dans le monde étrusque? Anaïe, pas tellement. Il y a juste une inscription funéraire de Céré. Donc il y a de très fortes chances qu'on ait bien affaire à un nom de famille étrusque, qu'on peut même imaginer provenir de Céré, l'actuel Cerveteri, qui a été en pointe dans l'installation des Étrusques en Corse. Puisque par les textes littéraires, on sait que ce sont les habitants de Céré qui ont mis en place l'alliance entre les Étrusques et les Carthaginois pour chasser les Phocéens installés depuis quelques années en Corse, à Aléria. Les Étrusques d'Aléria étaient donc probablement originaires de Cerveteri. Mais étaient-ils les seuls à vivre ici? La nécropole d'Aléria contient certes un grand nombre d'inscriptions étrusques, mais il n'y a pas que des inscriptions étrusques. On a aussi des inscriptions en grec et des inscriptions en latin. Mais ça reste évidemment deux langues largement minoritaires par rapport à l'emploi de l'étrusque, qui est la langue qui est le plus employée dans la nécropole. Alors celle-là, elle est intéressante. On a un seul mot, kourikné, qui est un nom propre, un nom de personne.
on constate que ce nom est un nom dont la finale Kné fait penser à des noms plutôt gaulois, celtiques. Donc cet individu est un Corse qui habitait déjà l'île quand les Grecs, les Étrusques, d'autres sont venus s'installer. Donc c'est tout à fait intéressant parce que ça montre bien que on a un personnage qui continue à avoir un nom qui n'est pas un nom étrusque, qui n'est pas un nom grec, et qui appartient ethniquement parlant probablement à cette communauté de Corse, donc, mais qui utilise l'étrusque pour écrire, pour afficher dans sa tombe son identité. Le mystérieux personnage de la tombe d'Aléria a donc vécu dans une société multiculturelle dont l'étrusque était la langue d'usage. Sur les 17 vases qui l'entourent dans sa tombe, aucun ne contient d'inscription. On ne connaîtra donc probablement jamais son nom. Maintenant que les objets ont été dégagés, Catherine Rijad, archéo-anthropologue à l'INRAP, peut commencer à exhumer le squelette. Là, je suis en train de dégager le poignet gauche. Là, on a tout l'avant-bras qui apparaît. Et là, je suis en train de dégager le poignet. Là, c'est les objets de parure. Hein. Ce sont les objets précieux, les objets importants. Donc, autour de la petite phalange, on a un anneau en bronze, ici, et un anneau en or, autour du doigt. Et ici, on a autre chose. Ça, on dirait plus un bouton, peut-être une pièce d'habillement, je sais pas, à voir. En bronze, ici. C'est très très joli. Anneau en bronze, boucle d'oreille en or. Les parures et le mobilier qui l'entourent attestent le prestige exceptionnel de cette tombe et le statut privilégié de l'individu. Mais quelle est l'origine des richesses qui ont permis la prospérité et le rayonnement des Étrusques? La réponse se trouve à seulement une cinquantaine de kilomètres d'Aléria, à Populonia. Au VIe siècle avant notre ère, Populonia était une ville étrusque prospère. Aujourd'hui, cette ville attire de nombreux vacanciers. Mais ils ne savent pas que cette plage de sable fin garde les traces visibles d'un passé qui a fait la richesse des Étrusques qui ont vécu ici. Gli Etruschi in questo territorio si percepiscono ovunque, anche sulla spiaggia. Basta infilare le dita nella sabbia e subito diventano brillanti, perché queste sono le tracce dell'ematite. L'ematite è il minerale che gli Etruschi estraevano all'isola d'Elba e che trasportavano a Populonia per essere lavorato in lingotti, in pani, lingotti che poi venivano venduti in tutto il Mediterraneo, e questa è la caratteristica principale e la base economica della città etrusca di Populonia. Cette production de fer trouvait donc sa source principale juste en face de Populonia, sur l'île d'Elbe.
Son sous-sol regorgeait de minerais de fer dans des quantités incommensurables. Partout, ses scories scintillent au soleil. Les dernières mines ont fermé dans les années 80. Encore aujourd'hui, on peut voir les vestiges de mines que les Étrusques ont exploitées. Ils y accédaient par des conduits verticaux pour en extraire le précieux minerai. Ils le transportaient ensuite jusqu'à Populonia pour le transformer en lingots. Qui sono ancora visibili i cumuli e gli accumuli delle scorie di ferro, strati e strati, che si sono accumulati durante la lavorazione del ferro, che è durata per molti secoli. E dalle lavorazioni etrusche il paesaggio di Populonia è completamente cambiato, perché accumulavano colline, quasi montagne di scorie, che ci fanno capire come fosse stata importante questa produzione. Mais le fer n'était pas la seule richesse des Étrusques. Leurs terres étaient très fertiles. Grands amateurs de vin, ils ont très tôt développé la vigne et produit ce breuvage à grande échelle. Il en est de même pour les olives et les céréales. La production de blé étrusque a pu approvisionner la cité de Rome lors des famines qu'elle a connues au cours du 5e siècle avant notre ère. C'était une terre bénie des dieux. Mais en plus, Populonia profite d'une situation géographique exceptionnelle. La posizione di Populonia è davvero privilegiata nel panorama delle altre città etrusche, perché è proiettata sul mare, affacciata, aperta agli scambi che si generavano con la Corsica e con l'isola d'Elba. E guardando dall'alto il territorio si può assolutamente comprendere come anche la morfologia stessa dell'ambiente e del paesaggio fosse favorevole agli scambi, ai commerci, perché un porto, il porto di Baratti, aperto verso il Mar Tirreno, verso il Mar Ligure, e un porto rivolto verso l'isola d'Elba. Cette situation géographique va permettre aux Étrusques de Populonia d'exporter toutes ces richesses. En 1998, une découverte exceptionnelle dans les profondeurs de la Méditerranée est venue prouver l'importance et l'étendue du rayonnement étrusque. Près de l'île du Grand Ribot, au large de la côte varoise, une équipe de chercheurs est tombée sur un trésor. À 60 mètres de profondeur, gisait la plus grande épave étrusque connue à ce jour. Le bateau a sombré à la fin du 6e siècle avant notre ère. Long de 30 mètres, large de 6 mètres, il contenait environ 1 millier d'amphores de vin étrusque attachées et empilées les unes sur les autres. L'endroit du naufrage indique que le navire se dirigeait vers le sud de la Gaule. La fouille du Grand Ribot révèle une découverte majeure qui témoigne de façon claire du commerce entre l'Étrurie et la Gaule. À partir du 6e siècle avant notre ère, les Étrusques ont fréquenté la colonie grecque de Marseille et ont occupé les comptoirs de Saint-Blaise-les-Remparts et de Latte. Les commerçants étrusques pouvaient ainsi diffuser leur vin, qui passait par des villes comme la cité antique de Glanum, à côté de Saint-Rémy de Provence.
La cité, fondée par les Celtes, s'étend à l'entrée d'un défilé rocheux des Alpilles, qui est un point de passage obligé pour accéder à la vallée du Rhône. Dominique Garcia, président de l'INRAP, est un spécialiste des sociétés proto-historiques de Méditerranée. Il a notamment étudié les routes commerciales empruntées par le vin étrusque. Ce vin est diffusé sur la côte méditerranéenne, mais ensuite va regagner la vallée du Rhône où il va être envoyé dans l'espace celtique. On retrouve des amphores étrusques jusqu'à hauteur de Lyon environ, et on retrouve également des beaux vases métalliques dans des sépultures et dans des habitats prestigieux, ce qu'on appelle les principautés celtiques. Par exemple, dans la tombe de Vix, plusieurs vases métalliques du VIe siècle ont été retrouvés. Ils sont d'origine étrusque. Et à peine un peu plus au nord, dans la tombe princière de Lavaux, le grand chaudron est aussi probablement d'origine étrusque. Donc le commerce étrusque va irriguer un large espace européen, probablement en échange de produits rares, donc l'ambre de la Baltique, l'étain ou l'or du Massif central, et donc des ressources qui manquaient aux grandes cités étrusques. Ce commerce étrusque, ce sont aussi des hommes et des idées qui transitent en Gaule, du littoral vers l'arrière-pays. On retrouve ces témoignages de transfert d'idées, notamment avec l'adoption du banquet que l'on retrouve chez les élites étrusques, mais également chez les princes et les princesses celtes. Mais on retrouve dans le Midi un autre phénomène qui est celui de l'urbanisation. Le contact entre les populations méditerranéennes et les populations locales, dont les Étrusques, a permis l'émergence du phénomène urbain. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à cette activité commerciale a répondu un regroupement des populations celtiques en cités, en villes, comme ici à Glenholm, parce que c'est là que se faisaient les lieux d'échange, mais également en ces lieux où transitait la matière. Par exemple ici, dans le défilé des Alpilles, plus loin le long de la vallée du Rhône ou le long des axes côtiers du Languedoc. Toutes ces activités entre Celtes et Étrusques témoignent d'un monde ouvert. Les peuples européens n'étaient pas isolés. Ils voyageaient, se rencontraient et échangeaient des matières premières, des produits et des pratiques sociales. En Corse, sur le site de l'Ama Jaune, la fouille de la tombe étrusque entre dans sa phase cruciale. Il va falloir extraire chaque objet délicatement. Pour superviser cette étape, l'équipe s'est enrichie d'une restauratrice de l'INRAP, Marina Biron, qui veille à ce qu'aucun objet ne soit endommagé. Là, tu fais gaffe parce qu'on avance. Ah, je passe déjà de l'autre côté. Hein, j'avais commencé à percer. Ça y est. Ça y est, ça bouge? Ouais. Ouais. Alors là, j'ai l'impression que si je fais un petit levier, il va venir. Ok. Bravo Marina. Wow. Je sens que ça va être lourd. On va faire comme ça. Hein. Je vais pas le retourner. Alors. De nouveaux objets affleurent. 2 miroirs en bronze, une dizaine de coupes de formes et de tailles diverses, 2 vases à parfum, ainsi qu'un ascos à tête noire, un petit vase à anse.
Un mobilier exceptionnel d'une quarantaine de vases est finalement mis au jour, confirmant le statut aristocratique du personnage. Mais à quoi ressemblait l'aristocratie étrusque ? C'est à Cerveteri que l'on comprend vraiment ce qu'était la société étrusque, qui était contrôlée par des grandes familles aristocratiques, des familles princières au 7e siècle avant Jésus-Christ, celles qui ont construit ces énormes tumulus qui montrent le prestige des familles, et aussi à l'intérieur des tombes des mobiliers funéraires très importants, à la fois par les matériaux qui sont utilisés, l'or, les matériaux exotiques, et aussi par des objets qui marquent des pratiques aristocratiques. Ces pratiques aristocratiques sont particulièrement bien mises en scène dans une des tombes de la nécropole de Cerveteri. En bas d'un long dromos, un escalier d'accès à la chambre funéraire, se trouve un des chefs-d'œuvre de l'art étrusque qui fascine par son caractère exceptionnel. La tombe des reliefs. C'est tout à fait exceptionnel d'être ici et on ne peut pas entrer normalement dans cette tombe. Et c'est assez émouvant, je dois dire, d'être dans ce monument de l'archéologie étrusque. On est dans une des tombes les plus extraordinaires de Cerveteri et de toute l'Étrurie, la tombe des reliefs. C'est une des tombes aussi les plus récentes parmi les grandes tombes aristocratiques de Cerveteri. Elle date de la deuxième moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ. Les parois sont recouvertes de stucs peints qui représentent l'intérieur, non pas de la maison, mais d'une salle de banquet très luxueuse, une salle de banquet pour 13 personnes. Les défunts étaient donc comme au banquet, avec les coussins, par exemple, des lits du symposion, c'est-à-dire du banquet où l'on consommait le vin. La banquette centrale est beaucoup plus importante que les autres, elle est plus luxueuse, et il y a tout autour les éléments qui constituent les signes du statut du défunt. Il y a d'abord toute sa panoplie, ses armes, le casque, l'épée, les boucliers. Il y a ensuite des éléments rituels, par exemple le service de la libation, c'est-à-dire des offrandes de liquide, la cruche et la coupe, ici. Au-dessous, un élément tout à fait exceptionnel, un coffre avec une serrure, un coffre qui contenait des éléments précieux, peut-être les archives de la famille. À travers de telles tombes, les riches familles aristocratiques mettaient en scène leur splendeur, leur richesse et leur puissance. Ces tombes sont donc la manifestation, au-delà de la mort, du pouvoir des grandes familles. Mais elles nous disent aussi, en creux, que tout un pan de la population restait à l'écart. Les artisans, les paysans et les esclaves qui servaient cette élite n'ont pas leur place dans cette nécropole. À une autre échelle, la tombe étrusque de la Majone ne fait pas exception. Si les parures et le mobilier attestent du rang social du personnage, l'étude superficielle du squelette livre d'autres informations.
Il y a une pathologie au niveau du coude, ici. Une fracture assez ancienne. Et quand on regarde un petit peu l'ouverture de l'échancre sciatique, elle est plutôt féminine, hein, elle est plutôt en forme de V. Pour confirmer ces hypothèses, Catherine Réjade va effectuer des analyses en laboratoire. La fouille est maintenant terminée. Comme le squelette, le mobilier va lui aussi être étudié en laboratoire. Si la tombe montre l'importance du personnage dans la société dans laquelle il vivait, elle permet aussi d'interpréter la vision que les Étrusques avaient de la mort. Pour comprendre comment ils appréhendaient l'au-delà, c'est à Tarquinia qu'il faut se rendre, à une 50aine de kilomètres au nord de Cerveteri. Depuis plus de 40 ans, l'étruscologue Luca Cercai étudie les tombes de la nécropole de Tarquinia. Il y en a plus de 6000. 200 d'entre elles ont des fresques. Ce sont elles qui l'intéressent particulièrement. Pour les admirer, il faut descendre plusieurs mètres sous terre en empruntant un long dromos. Bisogna mettere il sovrascarpe perché entriamo in uno spazio delicatissimo. Ces fresques sont très sensibles à la lumière et à l'humidité. Le public ne peut les admirer qu'à travers une vitre. Mais Luca Cercai a exceptionnellement obtenu l'autorisation de pénétrer à l'intérieur de la tombe. Ces fresques sont des témoignages uniques qui nous racontent la vision qu'avaient les aristocrates étrusques de la vie, mais aussi de la mort. Lungo le pareti è raffigurata una straordinaria e celeberrima scena di caccia e di pesca. Scogli, un promontorio da terra, la rappresentazione del mare e sul mare una serie di animali anfibi. I delfini che guizzano tra le onde, gli uccelli marini. E poi l'immagine più straordinaria, quella del tuffatore. Anche il tuffatore è un essere anfibio, si getta nel mare come gli uccelli marini, come il delfino, per poi riemergere. Riemergere dove? Qui c'è il grande gioco metaforico del mare. Il mare, lo sappiamo, nel mondo antico è il punto di passaggio tra la vita degli uomini e l'aldilà per riemergere da qualche parte. È un messaggio che in una tomba dipinta sta benissimo perché allude ad un destino futuro, non precisa quale sia il destino, non precisa qual è l'aldilà in cui riemergerà il tuffatore, ma esprime la tensione verso un passaggio ed esprime ovviamente una speranza nel segno di Dioniso, che è quello che caratterizza il simposio dipinto sul frontoncino. È la prima scena di simposio che inaugura una lunga tradizione delle tombe dipinte. La
La surabondance de fresques a fait de la nécropole de Tarquinia la plus grande pinacothèque souterraine au monde. L'une des plus emblématiques se trouve dans la tombe des léopards. Sulla parete di fondo 3 coppie, 2 delle quali sono composte da un uomo e da una donna. Si distinguono le donne perché hanno l'incarnato bianco. Lungo le pareti lunghe, da un lato i musici e i servi che portano gli arredi e gli oggetti per il simposio, sull'altro lato la scena di danza nel segno del vino. La figura più emblematica è il primo danzatore che impugna la coppa da bere. Questo insieme ci parla del sistema edonistico che è connesso al simposio, non solo bere, ma il canto, il piacere, la comunione con gli altri. Quando si celebra il simposio, si celebra un'esperienza emotiva che avvicina a Dioniso, ci si avvicina al Dio, in qualche modo si diventa simili al Dio e questa esperienza diventa metafora per la condizione che raggiungeremo nell'aldilà. La morte si configura come un'esperienza edonistica simile a quella che si celebra attraverso il consumo del vino, della danza, del piacere nel segno di Dioniso. Pour les Étrusques, le passage des morts vers l'au-delà n'a rien de lugubre. Les rites funéraires sont une fête. Ces fresques ont bâti l'image d'un peuple heureux, qui s'adonne volontiers au plaisir de la vie. C'est le seul témoignage qu'ils nous ont laissé. Il n'existe aucun texte écrit pour nous raconter leur vision de la vie et de la mort. Les inscriptions étrusques que l'on peut trouver dans les tombes comme celles dites des boucliers ont une autre fonction. In quest'angolo sono raffigurati i protagonisti della messa in scena di questa tomba. Il fondatore della tomba, l'Art Velka, con la sua sposa Velia Seititi, e il padre e la madre di l'Art Velka, Veltur Velka e Ravntu Apstnai. Padre e figlio sono raffigurati in un banchetto che si svolge in Ade. Siamo nell'oltretomba, non è più un banchetto terreno. In Ade è il luogo della verità assoluta. In Ade è già tutto scritto. E dunque la scrittura in Ade conferma il senso della storia e dell'importanza della famiglia dei Velka. E dunque la scrittura è uno degli strumenti con cui le aristocrazie legittimano il loro potere. La parola scritta è una parola che rimane per sempre, può essere letta sempre, sfida le regole del tempo. Chez les Étrusques, l'apparition de l'écriture est concomitante à l'émergence de l'aristocratie. Les deux vont ensemble. Mais la langue étrusque reste encore très énigmatique. Elle est pourtant écrite avec un alphabet connu, l'alphabet grec. Les Étrusques en ont retourné les lettres comme dans un miroir, tout en conservant le même sens d'écriture de droite à gauche. Le musée national étrusque de la Villa Giulia, à Rome, possède la plus importante collection étrusque au monde. Certaines œuvres sont splendides et rappellent combien cet art est fascinant.
Il possède aussi une salle entière dédiée à la langue étrusque. Attenzione. Ok. Eccola qui, la puoi vedere da vicino. Guarda che meraviglia. Bellissimo. Le linguiste Gilles von Ems concentre ses recherches sur la compréhension de cette langue encore pleine de mystères. Ce petit vase à parfum, c'est un parfait exemple de tout ce qu'on sait de l'étrusque, mais surtout de ce qu'on ne sait pas. Le texte est écrit dans l'alphabet étrusque, évidemment. Toutes les lettres se lisent parfaitement. On sait la valeur phonétique de chacune de ces lettres, qui viennent quasiment toutes du grec. Mais, en revanche, on ne comprend pas le texte parce que l'étrusque est une langue qui n'est pas indo-européenne, qui n'appartient pas à la famille du latin, du grec, la principale langue qu'on connaît dans l'Antiquité. Et donc, on ne sait pas ce que veut dire ce texte. Il y a plusieurs interprétations. On se demande, est-ce que c'est un texte magico-religieux? Est-ce que c'est un texte érotique? Ou est-ce que tout simplement, ce sont des lettres qui n'ont pas de sens? Parce qu'on a des exemples de textes comme ça. On met des lettres les unes à la suite des autres pour faire bien, pour montrer qu'on maîtrise l'écriture alors qu'on ne la maîtrise pas. Il faut jamais perdre de vue le fait que ce que nous avons conservé, c'est-à-dire des textes sur support non périssable, des textes épigraphiques, n'est que la partie émergée d'un iceberg gigantesque et invisible aujourd'hui, qui est celui de la littérature étrusque, notamment religieuse, mais pas seulement. On pense avec de bonnes raisons qu'il y a eu aussi des formes de théâtre, sans doute donc une littérature profane, des archives aussi historiques, mises en place par les grandes familles. Donc, bref, on avait toutes sortes de textes, mais ils ont été perdus à partir du moment où les Étrusques ont été romanisés, c'est-à-dire que peu à peu, ils ont perdu l'usage de leur langue, et ces livres qu'ils ne comprenaient plus, écrits dans une langue qu'ils ne comprenaient plus, ont fini par disparaître. Mais on a un bel indice de cela, c'est que le plus long texte étrusque que nous ayons conservé, qui fait environ 1200 mots, un livre de tissu qui a été retrouvé, non pas en Italie, parce que le climat italien n'aurait pas permis sa conservation, mais en Égypte, parce qu'il avait été emmené là par une communauté d'Étrusques installée en Égypte, et il a ensuite servi, quand ce texte n'était plus compris, pour embaumer un corps. Et c'est le seul livre de l'Inde de toute l'Antiquité qui ait été conservé. Quindi adesso andiamo a vedere le lamine di Pirgi. Un autre objet revêt un caractère unique pour ceux qui étudient la langue étrusque, les lamelles de Pirgi. Découvertes en 1964, elles sont composées de 2 lamelles en or rédigées en étrusque et d'une 3e en phénicien, une langue bien connue des linguistes. Splendente. Ce qui rend cet objet exceptionnel, c'est que la lamelle en phénicien est la traduction d'une des lamelles écrites en étrusque. On a donc ici un texte étrusque entier, traduit dans une langue parfaitement connue. Il relate la consécration d'un temple à la déesse Unie. Grâce aux écrits grecs et romains, on sait que les textes étrusques avaient pour sujet principal la religion. C'est à Orvieto, à une centaine de kilomètres au nord de Rome, que l'on peut comprendre l'importance de la religion dans la société étrusque. Depuis plus de 20 ans, Marco Crociani fouille ce champ qui porte le nom de Campo della Fiera, le champ de la foire. Cet endroit accueillait au Moyen-Âge une foire commerciale. Mais pendant l'Antiquité, c'était un site d'une toute autre nature. Il piano è fatto in questo caso da scaglie di tufo e piccole pietre, però sembra proprio un pavimento, un piano di calpestio. Au fil des années, les archéologues ont accumulé suffisamment d'indices pour avoir une certitude. Au pied de la belle ville d'Orvieto, construite à l'emplacement de l'importante cité étrusque de Velsna, se trouvait un grand sanctuaire étrusque. Un lieu de culte qui a été actif entre le VIe siècle avant notre ère et l'époque romaine.
Tutti edifici si orientano verso la strada su cui stiamo camminando, che era la via sacra del santuario, la via su cui si svolgevano le processioni religiose. Le dimensioni della strada nel punto di massima espansione sono circa 10 metri, comprensive delle crepidini, ovvero dei marciapiedi laterali. La strada è stata portata in luce per circa 100 metri, ma sappiamo che prosegue sicuramente verso la parte alta della collina e prosegue anche verso la città di Orvieto. Les différentes campagnes de fouilles ont permis de retrouver les vestiges de 3 temples implantés le long de la voie sacrée. L'un d'entre eux avait des dimensions impressionnantes. Ci troviamo nella parte più alta del santuario. In questa zona dove arrivava la via sacra è stato scoperto il più grande tempio finora emerso negli scavi di Campo della Fiera. Si tratta del Tempio B, un edificio su alto podio, delle dimensioni di circa 19 x 14 metri, orientato verso est, dove si trova un grande altare in blocchi di tufo al centro di una piazza lastricata. Intorno a questa piazza si trovava un portico colonnato e sotto a questo portico una fontana. Construit à la fin du VIe siècle avant notre ère, cet imposant temple a fonctionné pendant plus de 3 siècles. La place qu'il occupe en hauteur souligne son importance au sein du sanctuaire. Simonetta Stoponi est professeure à l'université de Pérouse. Elle est en charge du site depuis les premières fouilles. Au fil des années, les archéologues ont mis au jour 6 bâtiments à caractère religieux. Tito Livio dice che le 12 principali città degli Etruschi mandavano i loro rappresentanti ogni anno a delle assemblee che avvenivano nel Fanum Voltumne, il santuario federale. Era così famoso che è come oggi dire il Vaticano. Tutti sanno che il Vaticano è a Roma e ci dice che avvenivano delle assemblee di carattere politico anche e cerimonie religiose, ma Tito Livio non dice mai dove fosse questo santuario. Ma oggi, dopo tutte le scoperte di oggi, dopo 6 edifici sacri che non stanno in nessuna città etrusca e con degli oggetti che non sono comuni negli altri santuari etruschi, oramai l'Accademia, l'università, è convinta che questo sia il Fanum Voltumne. Le Fanum Voltumne, dont tous les archéologues cherchaient l'emplacement, serait donc ce sanctuaire. Mais c'est aussi la multitude d'objets trouvés en 20 années de fouilles qui a permis aux scientifiques de confirmer l'emplacement du Fanum Voltumne à Orvieto. Dans un couvent, non loin du Campo della Fiera, tous les jours, les étudiants nettoient les objets trouvés la veille et les trient selon leur importance. Questo è un buco marcotto? Sì, secondo me sì. Piedino o è un orlino? Ce sont des dizaines de milliers de débris d'objets qui ont été ainsi archivés au fil des années. Ils permettront sans doute une meilleure compréhension du fonctionnement du sanctuaire.
La post-fouille est un moment crucial de l'archéologie. En Corse, une partie des objets de la tombe de Lama Jaune est stockée dans les réserves du musée d'Aléria. Après avoir été nettoyée et consolidée dans un laboratoire de l'INRAP, c'est ici que les archéologues Federica Sacchetti et Jean-Michel Bontempi tentent de faire parler ces objets. Tu vois, c'est vraiment le dessin du Sankos, avec les cheveux qui sortent. Et là, tu as les chignons qui sortent. Tu parlais de l'autre côté. Le dépôt funéraire de la tombe étrusque de Lama Jaune, c'est un dépôt funéraire d'un défunt seul. Et l'ensemble des objets peut nous amener à imaginer qu'il s'agisse d'une femme, puisque les objets de la parure personnelle correspondent davantage à des codes du monde féminin, en particulier la présence des grandes boucles d'oreilles en or, les objets utilisés pour les soins du corps, des vases à parfum, des miroirs, qui étaient contenus dans un panier qui se trouvait au pied du squelette. C'est donc toute une série d'objets associés à la féminité qui reposaient près du squelette. Nous serions donc en présence d'une tombe féminine. Mais pour déterminer le sexe de l'individu, c'est surtout le squelette qu'il faut étudier. Dans le laboratoire de l'INRAP à Marseille, l'archéo-anthropologue Catherine Rijade commence son analyse post-fouille. Ce squelette, tout d'abord, il nous donne des renseignements sur l'état sanitaire de l'individu. Par exemple, si on observe les dents, eh bien, on voit qu'il y a un bon état sanitaire bucco-dentaire avec très peu d'usure au niveau des dents. Et puis l'autre intérêt majeur d'étudier ce squelette en laboratoire, c'est évidemment la détermination du sexe par le biais d'une méthode métrique. Je rentre toutes les données métriques que j'ai prises sur le bassin du squelette. Je les rentre dans un logiciel qui est un outil en fait de diagnostic sexuel probabiliste et qui va me donner un résultat fiable à 99%. Donc là, ici, il s'agit d'un individu de sexe féminin. L'étude du squelette de cette femme enterrée dans le luxe et objet de tant d'attention pose question. Quelle place occupait la femme dans la société étrusque ? Une des œuvres les plus emblématiques du musée étrusque de la Villa Giulia répond parfaitement à cette question. Le sarcophage des époux. Il a été découvert dans la nécropole de Cerveteri. Il sarcofago degli sposi è un capolavoro assoluto dell'arte etrusca, con una coppia di sposi semidistesi a banchetto. Lo sposo è rappresentato mentre con il braccio destro cinge amorevolmente le spalle della compagna. Cosa stanno facendo? Sono perduti gli oggetti che avevano nelle mani, ma possiamo immaginare che lo sposo tenesse nella mano destra una ghirlanda, una corona oppure una coppa, mentre invece la donna nella mano destra
teneva probabilmente un vasetto contenente un unguento profumato e quindi è ritratta nel momento in cui probabilmente stava versando delle gocce di questo unguento profumato nella mano sinistra del marito che sembra protesa. Questo perché? Perché nel contesto, nell'ambiente funerario, agli unguenti profumati veniva attribuito il valore, il potere di poter preservare la corruzione delle carni e quindi in qualche modo di dispensare l'immortalità. Questo cosa ci dice? Appunto una condizione, una posizione della donna rilevante in ambito sociale perché poteva tranquillamente condividere dei momenti della vita privata e anche della vita pubblica insieme al compagno, insieme agli uomini, cosa che non avveniva assolutamente in Grecia, e perché nel mondo greco era impensabile che le donne della famiglia partecipassero al simposio, che sappiamo molto bene essere un'esperienza conviviale tipicamente maschile. Invece appunto nel mondo etrusco la donna poteva tranquillamente partecipare a questo cerimoniale in una condizione di assoluta parità, anche se c'è un indizio visivo che in qualche modo ci fa capire che certi equilibri devono comunque essere rispettati, e questo si apprezza soprattutto nella visione posteriore del sarcofago, dove si può notare una sorta di deformazione, di allungamento del corpo maschile in modo da portare i piedi alla stessa altezza di quelli della donna, perché altrimenti nella visione complessiva sarebbe stato in un certo senso disdicevole che l'uomo apparisse più corto, più basso della donna. Ce petit détail permet de relativiser la position de la femme étrusque dans la société. Malgré tout, cette place était beaucoup plus importante que dans les sociétés contemporaines grecques ou romaines. Les musées regorgent d'œuvres qui soulignent la participation active des femmes étrusques dans la vie publique. De nombreuses fresques mettent en avant ces femmes. L'une des plus célèbres s'appelle Vélias Purina, considérée comme l'un des sommets de la peinture étrusque, au point d'être surnommée la Joconde étrusque. Cette élégante statue représente une femme issue de l'aristocratie, qui dans un geste d'offrande tient délicatement un bouton de fleurs de lotus. Elle a été produite à Marsaboto à la fin du VIe siècle avant notre ère. Marsaboto se situe à 25 km au sud de Bologne. À la périphérie de la ville, ces traces géométriques qui se dessinent au sol sur plus de 25 hectares sont celles d'une ancienne cité étrusque. Les vestiges de cette cité sont devenus l'un des plus importants sites archéologiques étrusques actuels. Car contrairement aux autres cités, aucune autre ville n'a été construite dessus. Les archéologues ont même trouvé sur les fragments d'une amphore le nom de la cité, Caenua, ce qui signifie en étrusque « ville nouvelle ». Un tel nom suggère que les Étrusques qui vivaient ici ont planifié la création d'une nouvelle cité bâtie au VIe siècle avant notre ère. Alors que l'on connaît les Étrusques surtout par leurs tombes et leurs nécropoles, les archéologues ont la chance de pouvoir étudier ici la configuration d'une cité. Les fouilles successives ont permis de mettre au jour les fondations de 2 temples, de plusieurs quartiers et nécropoles, et d'une acropole qui surplombe la ville.
Il y a quelques années, les archéologues ont fait une importante découverte sous la route antique. In questo punto preciso fu ritrovato, piantato saldamente nel terreno, questo ciottolo con una croce che è orientata perfettamente in senso nord-sud ed est-ovest. E questo punto preciso, in cui fu conficcato ritualmente il sasso con la croce, ci documenta una tappa del rito di fondazione. Questo punto preciso è il risultato di un calcolo fatto su una traiettoria diagonale che quindi collega visivamente l'Acropoli con la levata del Sole nel punto preciso appunto del solstizio d'estate. Dunque principi astronomici che possono essere compresi ricordandoci che gli Etruschi fondavano le città secondo un rito quindi religioso, che comporta la trasposizione sul terreno di quello che gli Etruschi credevano essere la divisione della volta celeste. Pendant l'Antiquité, les Étrusques partageaient la voûte céleste en 16 quartiers, chacun étant placé sous l'influence d'un dieu. La voûte céleste avait un centre que les Étrusques faisaient coïncider avec la pierre marquée d'une croix. La nouvelle cité apparaît donc comme une projection de la voûte céleste. L'emplacement des temples de Tinia et d'Uni atteste ce rituel de fondation. Leur place dans la cité correspond exactement à celle que ces deux divinités occupent dans la voûte céleste. Il s'agit là d'un indice supplémentaire de la place prépondérante qu'occupe la religion chez les Étrusques. Cette année, l'équipe d'Elisabetta Govi s'intéresse aux infrastructures de la cité. Les dernières fouilles ont mis au jour un système d'écoulement des eaux usées. Credo che la quota di scorrimento dell'acqua sia quella dei sassi, perché è un compartimento stagno di fatto, poi che si sia riempito En plus de ce système d'évacuation souterraine de l'eau, la cité de Kainoua possédait de très nombreux canaux qui amenaient l'eau courante dans tous les quartiers de la ville depuis les hauteurs de l'ancienne cité. La città etrusca di Marzabotto aveva una spiccata vocazione artigianale. Gli scavi hanno messo in luce diverse strutture artigianali e botteghe anche di grandi dimensioni. La produzione sappiamo essere stata incentrata sulla lavorazione dell'argilla, ma anche e soprattutto sulla lavorazione del metallo. E per queste attività distribuite sul pianoro era necessario una grande quantità di acqua, ma gli Etruschi che hanno fondato questa città hanno brillantemente risolto il problema dell'acqua. L'acqua veniva captata e quindi portata dentro una vasca dove rimaneva per decantare appunto e purificarsi, così le impurità cadevano sul fondo e l'acqua più pulita per sforamento passava all'interno di questo canale. Dunque questo canale e questo servivano per portare all'interno l'acqua di sorgente, mentre questo canale serviva per direzionare l'acqua pulita verso alcuni punti della città. Depuis l'aqueduc, l'eau descendait par des canaux pour emprunter ensuite toute une ramification de tuyaux dans la ville. Les Étrusques ont su exploiter les pentes et les dénivellations naturelles du terrain pour faciliter l'écoulement de l'eau. À Kainoua, comme dans les autres cités, ils ont été de véritables maîtres en ingénierie hydraulique.
La prospérité de cette cité se prolonge tout au long du 5e siècle avant notre ère. Mais elle connaît une fin brutale au début du 4e siècle. Ces tombes, situées à quelques mètres de l'aqueduc, ne sont pas étrusques, mais celtes. Arrivés par le nord, les Celtes envahissent toute l'Étrurie padane et prennent la cité de Caïnoa. Mais ils ne sont pas les seuls à entrer en conflit avec les Étrusques. Au début du 4e siècle avant notre ère, Rome commence sa lente occupation de l'Étrurie centrale. La cité de Vulci est une des villes étrusques qui va tomber aux mains des Romains. Matthieu Angerbault est un historien qui s'intéresse tout particulièrement aux premières guerres menées par Rome. L'agglomération antique se trouvait sur la colline, en face, et là nous sommes de l'autre côté du fleuve, sur la nécropole de Ponteroto, qui était la nécropole de la cité antique de Vulci. Les fouilles archéologiques ont révélé de nombreux vestiges étrusques, mais aussi des vestiges romains plus récents, preuve que la cité a été conquise et occupée par les Romains. Mais Vulci n'est pas la première cité étrusque à être conquise. Située plus au sud, la ville de Veii subit l'expansion romaine. Il y a eu des guerres, des périodes de paix entre les Romains et les Étrusques, et tout s'est accéléré, semble-t-il, d'après les textes romains, à partir du début du IVe siècle. Les Romains assiégeaient alors la cité de Veii depuis 10 ans, lorsqu'en 396, le dictateur Camille annexe la cité étrusque et va même loin dans l'annexion puisqu'il vend le corps civique, il vend les citoyens et en fait des esclaves. Ce qui en fait revient à détruire la cité étrusque de Veii. Cet événement cause un séisme dans le monde étrusque et les Étrusques de plus en plus se mettent à s'allier contre les Romains au cours de guerres qui ont lieu au IVe siècle avant Jésus-Christ. Les historiens ne connaissent que le point de vue romain sur ces guerres. Mais dans cette nécropole de Vulci, une tombe possède d'incroyables fresques qui font allusion à ces guerres. Les fresques de la tombe dite François. D'une extrême fragilité, elles ont été retirées de la tombe et sont entreposées à Rome, dans un site fermé au public. Mais une reconstitution du début du XXe siècle est visible au Musée archéologique national de Vulci. Là, ici, on a une représentation d'une scène bien connue de l'Iliade, qui est l'exécution des prisonniers troyens. Donc c'est une scène célèbre de la guerre de Troie qui montre les Grecs, les Achéens de manière valorisée. On voit notamment Achille, ici, qu'on identifie grâce à son nom, qui exécute un prisonnier troyen. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est dans une tombe étrusque, puisqu'on voit, entre autres, une divinité ailée, Vente, qui vient apporter une touche étrusque dans ce mythe grec. On connaît bien, au niveau symbolique, ce que représentent dans l'Italie de cette époque les Troyens et les Grecs. Les Romains considéraient que leur origine remontait aux Troyens. Et les Étrusques, quant à eux, faisaient remonter leurs origines lointaines aux Grecs. De manière à rappeler que les ancêtres des Romains, les Troyens, avaient été vaincus, étaient d'éternels vaincus, et qu'ils seront amenés, dans les futures guerres, à être eux-mêmes vaincus. Un personnage est mis en avant dans ces fresques. Velsatis, un riche dignitaire étrusque de la cité de Vulci. Sa couronne de laurier montre que c'est un chef de guerre et sa toche pourpre qu'il a été victorieux au combat. Tite-Live tait complètement l'existence d'un tel général qui aurait pu poser beaucoup de problèmes aux Romains, voire les vaincre au milieu du IVe siècle.
On a peut-être voulu représenter la victoire à venir des Étrusques contre les Romains, puisque ces différentes cités étrusques à cette époque-là n'ont plus le choix, en quelque sorte. Avec l'émergence des Romains comme étant une grande puissance d'Italie centrale, soit les cités étrusques sont victorieuses et conservent ensemble leur liberté, soit elles sont vaincues et elles vont être de toute façon amenées à rentrer dans un nouvel ordre politique qui est l'ordre romain. La tombe François laisse ainsi entrevoir que les guerres contre les Étrusques n'ont pas été simples pour les Romains. Pendant le siècle et demi qu'a duré la conquête romaine, les Étrusques ont résisté et même remporté des victoires. Mais le déclin est inéluctable. Il débute en 480 avant notre ère avec la bataille de Cume. Les Étrusques sont battus par les Grecs de Syracuse et perdent la quasi-totalité de leur flotte. Au nord, les Celtes s'emparent de l'Étrurie padane entre 400 et 350, et au sud, les Romains prennent le contrôle de toute l'Étrurie en 264 avant notre ère. Et en 259, c'est au tour d'Aléria de subir l'occupation romaine. Après 3 siècles d'un rayonnement culturel, économique et religieux exceptionnel sur le monde méditerranéen, les Étrusques sont absorbés par Rome. À Aléria, les mois ont passé. À environ 1 kilomètre de la tombe de Lama Jaune, une nouvelle campagne de fouilles a débuté sous l'égide de la Draque de Corse. L'étruscologue Federica Sacchetti a mis au jour une voie qui date de la période étrusque. Mais elle a fait une autre découverte. Finalement, en continuant à fouiller sur les côtés de la voie, nous avons eu la surprise de découvrir en fait de nouvelles tombes qui se trouvent sur les 2 côtés de cette voie. Nous pouvons imaginer que les recherches futures nous amènent à donner des réponses beaucoup plus précises et importantes sur la présence étrusque en Corse, très probablement sous-estimée jusqu'à présent. À chaque nouvelle fouille, les Étrusques d'Aléria ressurgissent. Chaque nouvelle découverte permet aux archéologues de mieux comprendre ce peuple. La tombe de Lama Jaune nous rappelle que les Étrusques vivaient déjà dans un espace européen, dans lequel circulaient les hommes, les marchandises et les idées. Une civilisation dominée par une aristocratie puissante, où la femme, dans une certaine mesure, était l'égale de l'homme. L'illustre défunte d'Aléria participe à sa manière à la compréhension de cette société antique. Elle est une nouvelle pièce qui vient s'ajouter à un immense puzzle encore incomplet.